Donc, comme je viens de dire, le premier cours est intitulé l'assistance médicale à la procréation. Pour les objectifs pédagogiques du cours, à la fin du cours, l'étudiant doit être capable de définir l'assistance médicale à la procréation et d'énumérer les différentes méthodes utilisées et également, comme troisième dernier objectif, reconnaître les principes déontologiques et juridiques de réalisation de l'AMP. Est-ce qu'il y a un problème? S'il vous plaît, veuillez accepter l'invitation de nos collègues. Attendez. C'est bon? Théoriquement, c'est bon. Tout est là? Oui. Tout le monde a pu accéder à la vidéo? Oui, ça va. Tout le monde? On commence. Hamza Oussama est entré dans la salle d'attente pour cette réunion. C'est bon, je commence. Oui, monsieur, vous pouvez commencer. D'accord. J'étais en train de parler des objectifs de ce cours. J'ai défini 3 objectifs principaux. À la fin du cours, j'aimerais bien que l'étudiant sera capable de définir l'assistance médicale à la procréation, d'énumérer les méthodes utilisées et de reconnaître les principes déontologiques et juridiques de réalisation de l'assistance médicale à la procréation en Algérie, bien sûr. Comme définition, d'abord, l'assistance médicale à la procréation définie par l'article 370 de la loi relative à la santé. Elle consiste en des pratiques cliniques, biologiques et thérapeutiques permettant la stimulation de l'ovulation ou la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Elle est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. C'est une définition juridique. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité pathologique médicalement constatée ou d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité, notamment l'infection au VIH. Je vous rappelle que l'infertilité est établie après 2 ans de stérilité. Les inconvénients de l'assistance médicale à la procréation se résument principalement en 5 grands chapitres, si vous voulez. Vous avez les inconvénients physiques, les difficultés psychologiques, les inconvénients amoureux, les inconvénients sociaux et les inconvénients sur le fœtus. Pour les inconvénients physiques, il y a d'abord un risque. Il y a l'augmentation du risque de cancer de l'ovaire, qui est secondaire aux stimulations médicamenteuses, bien sûr. Cette augmentation du risque a été établie par certains chercheurs. Pour les difficultés psychologiques, ils sont liés d'abord au traitement, qui est un traitement hormonal, donc il va influer également sur le métabolisme des hormones, entraînant une nervosité surtout. Vous avez également des inconvénients psychologiques qui sont liés à l'attente, à l'espoir, à la déception en cas d'échec. En effet, mes chers étudiants, le désir d'enfanter
devient un besoin. Troisièmement, vous avez les inconvénients amoureux. Pourquoi il y a des inconvénients amoureux? Parce que tout simplement, le couple est fortement ballotté car les médecins traitants imposent aux partenaires d'avoir des rapports sexuels à certains moments inopportuns de la journée, notamment le matin ou à midi, et leur interdit des rapports sexuels au meilleur moment de la journée qui sont théoriquement la nuit. Vous avez également les inconvénients sociaux qui sont liés toujours au traitement, aux différents rendez-vous avec les médecins traitants. Ces inconvénients se traduisent par des retards fréquents au travail, sans compter les inconvénients au travail des effets des traitements hormonaux eux-mêmes. Et enfin, vous avez les inconvénients sur le fœtus. Il y a le risque de malformation congénitale qui est légèrement majoré, décrit par les chercheurs. On passe maintenant aux méthodes utilisées. Vous m'entendez? Vous êtes toujours avec moi? Oui. D'accord, parfait. Oui, Hakim. Pour les méthodes utilisées, en fait, il y a deux grandes méthodes. Il y a les méthodes qui sont communément admises. Kingoulou communément admises, ça sous-entend admises ici en Algérie, selon le contexte juridique algérien. Contexte juridique algérien veut dire les différents textes de loi algériens. Il y a d'autres méthodes qui sont non admises ici en Algérie, mais par contre utilisées et admises ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Pour les méthodes qui sont communément admises, il y a l'insémination avec le conjoint au sein du couple, et ceci conformément à l'article 371 de la loi relative à la santé. Cet article stipule qu'il ne doit être recouru qu'au spermatozoïde de l'époux et à l'ovule de l'épouse. Donc, il y a une relation officielle, réglementaire, légale. Époux-épouse, ça veut dire couple marié. Bien sûr, à l'exclusion de toute autre personne. Donc, la technique habituelle doit être pratiquée chez un couple légalement marié et surtout, et conformément à l'article 372 de la loi relative à la santé, dans un centre agréé respectant les règles déontologiques. Je vous rappelle que les établissements pratiquant l'assistance médicale à la procréation sont soumis au contrôle des services de santé compétents et sont tenus de transmettre à l'autorité sanitaire concernée un rapport annuel de leurs activités, bien sûr, conformément à l'article 373 de la loi relative à la santé. C'est pour vous dire à la fin que c'est une méthode thérapeutique qui est parfaitement réglementée et la méthode utilisée et les établissements autorisés à faire cette méthode thérapeutique et également la traçabilité des différents actes. Pour les méthodes non admises ici en Algérie, admises ailleurs, mais non admises ici en Algérie, on a surtout tout ce qui est insémination avec donneur. Sachez, mes très chers étudiants, que les dons d'ovocytes, comme se passe par exemple aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, aux États-Unis, les dons d'ovocytes et les dons de sperme sont strictement interdits, conformément à l'article 375 de la loi relative à la santé. Également, les mères porteuses. Les mères porteuses est strictement interdit. Ben, je tiens à vous informer qu'ailleurs, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, peut se présenter normalement à une banque de sperme ou d'ovocytes et demander un spermatozoïde pour enfanter, donc pour mener une grossesse. Mais ces procédés sont strictement interdits en Algérie, ils sont non admis et bien sûr interdits par les différents textes de loi, notamment la loi relative à la santé. L'article 375 met l'accent sur les dérives de ces méthodes non admises, le don d'ovocytes, de sperme, de mères porteuses. Il stipule il interdit cet article toute reproduction d'organismes vivants génétiquement identiques concernant l'être humain et toute sélection du sexe. Passons maintenant. Attendez, je dois à chaque fois admettre les gens de la salle d'attente.
Vous êtes sur la diapo intitulée Principes déontologiques de réalisation. Oui. Oui, D'accord, parfait. Ben, c'est le chapitre le plus important du cours. On va voir les recommandations déontologiques qui balisent ce procédé thérapeutique. En effet, les recommandations déontologiques et éthiques concernant la procréation médicalement assistée s'appuient sur les principes suivants. Il y a 3 principes. D'abord, venir en aide au couple. Deuxième principe, c'est respecter l'embryon dès sa conception. Et le troisième et dernier principe, c'est penser à l'enfant qui va naître. On va essayer de détailler chaque principe. Pour le premier principe, en fait, le premier principe, c'est une analyse de l'article 371 de la loi relative à la santé. La demande doit être faite par un couple. Maintenant, le mot-clé, c'est le couple. On doit définir le couple. Un couple, c'est quoi? D'abord, il faut qu'il soit un couple hétérosexuel. Stable, c'est-à-dire stable, ne souffrant d'aucun problème pathologique mental, c'est-à-dire ils ne sont pas privés de leur discernement. Troisième critère, c'est qu'ils doivent être mariés. Mariés légalement, c'est-à-dire la fatiha de l'imam à la mosquée ou chez eux, il faut qu'il y ait un acte de mariage établi par les services de l'état civil. Le couple doit être vivant quand la demande est faite. Il faut qu'il soit en âge de procréer, notamment pour la femme. D'ailleurs, il faut toujours éviter les grossesses chez les femmes de plus de 60 ans, car ces grossesses présentent des risques élevés. Cinquième ou sixième critère, c'est qu'ils doivent être consentants, conformément à l'alinéa 1 de l'article 371 de la loi relative à la santé. Le consentement, il doit être écrit. L'article 2, d'ailleurs, de l'article 371 de la loi relative de la santé, il stipule que l'époux et l'épouse présentent de leur vivant cette demande, c'est-à-dire la demande d'AMP, par écrit et qui doit être confirmée par eux à l'issue d'un mois à compter de la date de sa réception par la structure ou l'établissement concerné. Ils font aujourd'hui la demande, c'est une demande écrite, et cette demande doit être confirmée un mois après. Ouais, vous allez me dire pourquoi elle doit être confirmée, pour s'assurer qu'il y a vraiment une demande, et cette demande, elle est licite et émanant de personnes stables sur le plan mental et surtout consentantes. Autrement dit, ce n'est pas une demande qui a été faite sous contrainte. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est respecter l'embryon dès la conception, conformément toujours à l'article 374 de la loi relative à la santé. Kingoulou, respecter l'embryon dès la conception, ça veut dire que la conception d'un embryon à des fins d'études ou de recherche ou de don ou de vente ou d'expérimentation et à des fins commerciales ou industrielles et toute autre forme de transaction est strictement interdite par le législateur algérien et le code d'éthique national, ainsi également du code de déontologie médicale. D'autre part, mes chers étudiants, le respect de l'embryon impose le respect de sa filiation. Je m'arrête à le respect de sa filiation. Il faut que l'embryon ait une structure génétique semblable à ses parents. C'est pour cela le don d'ovocytes et le don de sperme et les mères porteuses, ce sont des procédés qui sont strictement interdits. À souligner que seul l'AMP au sein du couple, je répète, marié, qui aboutit à des enfants dont l'identité génétique est semblable de ses deux parents. Je vous rappelle que l'article 374 de la loi relative à la santé, de son côté, interdit la manipulation dans un but de recherche scientifique, de don, de vente et de toute autre forme de transaction, que ce soit de spermatozoïdes, d'ovocytes, même entre co-épouses, d'embryons sur une luminaire ou non à une mère porteuse ou une autre femme, sœur ou mère ou fille de cytoplasme. C'est pour vous dire que le législateur algérien, il a tout étudié et il a parfaitement balisé ce procédé thérapeutique. Ce qu'on doit retenir, c'est que seule la méthode, seule
seule l'utilisation de cette méthode, elle ne peut être adaptée et acceptée et admise sur le plan juridique, d'éthique et déontologique uniquement si on a respecté la conception de l'embryon, c'est-à-dire faire naître un embryon, un être humain. Le dernier principe ou la dernière recommandation éthique et déontologique, c'est penser à l'enfant qui va naître. Si on pense à l'enfant qui va naître, c'est qu'on doit le protéger sur le plan médical. Protéger contre quoi? Protéger surtout contre les infections sexuellement transmissibles, et notamment l'HIV. Il faut savoir que conformément à l'article 373, toujours de la loi relative à la santé, des dispositions spécifiques à l'égard des couples à risque viral doivent être prises en compte. Il faut savoir que l'accès des couples, quand on parle de risque viral, on fait allusion aux sujets infectés par le VIH. Il faut savoir que l'accès des couples à l'AMP est conditionné par le statut immunovirologique des partenaires infectés, qui doit être évalué avec le médecin référent pour le VIH. Pour l'homme comme pour la femme, la prise en charge est déconseillée en situation d'échec thérapeutique ou en cas d'infection à VIH évoluée non traitée de façon optimale. Je m'arrête échec thérapeutique ou une infection à VIH évoluée non traitée de façon optimale, ce sont des critères biologiques qui définissent ça. Ça veut dire avoir des CD4 supérieurs à 200 mm3 à 2 reprises pendant 4 mois et l'ARN VIH plasmatique stable sans augmentation supérieure à 0,5 log pendant 4 mois. En fait, ce sont des critères épidémiologiques que les médecins en général gynécologiques ou les médecins gynécologues plutôt et les médecins spécialistes dans la médecine reproductive évaluent avec les médecins référents pour le VIH. Ici, à Napa, c'est le service des maladies infectieuses chapeauté par le professeur Aidewi qui en est référent. Je vous rappelle que concernant les critères biologiques devant être observés en cas des couples sérodifférents, que ce soit pour l'époux ou l'épouse, pour le VIH1 bien sûr, ils sont bien détaillés sur le manuscrit mis en ligne sur la plateforme en ligne. Je ne vais pas les redire, ils sont sur le cours et j'imagine que vous les avez déjà vus et vous les avez déjà lus. En guise de conclusion, je peux dire que malgré les contraintes qu'elle impose, la possibilité d'accéder à l'AMP pour les couples concernés par l'infertilité et le VIH représente un progrès considérable. Un progrès considérable sur le plan technique, mais également sur le plan juridique, notamment avec la promulgation de la nouvelle loi Hadi relative à la santé, qui a mis l'accent d'une manière très détaillée sur l'AMP. Les médecins doivent observer les recommandations déontologiques et éthiques concernant la PMA et informer et orienter leurs patients intéressés pour cette prise en charge. Pour plus de détails, mes chers étudiants, concernant le cadre légal et juridique de l'AMP, je vous demande de télécharger la loi numéro 1811 du 2 juillet 2018 qui a été faite par le professeur Kayous hier, relative à la santé. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Vous allez sur Google, vous allez sur le site du gouvernement, vous mettez secrétariat du gouvernement et allez sur l'espace dédié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, vous mettez JORADP, J-O-R-A-D-P, numéro 46 du 29 juillet 2018. Vous téléchargez Barkhada, le journal officiel numéro 46 du 29 juillet, notez-le s'il vous plaît, du 29 juillet 2018. Vous le téléchargez, vous aurez toute la loi, donc tous les chapitres, et vous pouvez revoir les articles et tous les articles dédiés à l'AMP. Ben, j'ai fini avec mon exposé. J'espère était clair. Et voilà, la parole est à vous. Vous pouvez poser vos questions.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour, professeur. Bonjour. Est-ce que la vidéo est en marche? Est-ce que vous me voyez là? Oui, oui, Parfait. oui, oui, on vous. تفضل حكي. Donc, sur le plan juridique ici en Algérie, si par exemple l'un des partenaires est stérile, il n'y a plus d'espoir d'avoir des enfants, c'est ça? Ou il y a une possibilité sur le plan juridique? Oui, bien sûr, pourvu que le couple, enfin, que la demande réponde et respecte les principes cités, notamment les principes juridiques, étant donné que le couple marié légalement, il y a un diagnostic médical établi, un diagnostic d'infertilité, donc après 2 mois, après 2 ans en général. S'ils répondent aux différentes conditions, s'ils répondent aux différentes recommandations, s'ils répondent aux différents principes, il n'y a pas de problème. On fait le prélèvement, il y a différents procédés. Je ne me suis pas attardé sur les différentes méthodes. L'insémination au sein du couple, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'insémination in vitro, il y a le prélèvement d'ovocytes, la fécondation in vitro. Il y a beaucoup de procédés que les médecins spécialistes en médecine reproductive et les médecins gynécologues connaissent parfaitement. Ok, Hakim? Allô? Je pense que vous ne m'entendez plus. Hein? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, maintenant on vous entend. Excusez-moi, il y a eu une coupure. J'ai dû me reconnecter encore une fois. C'est bon? Est-ce que vous avez… j'ai répondu à votre Hakim, question. est-ce que je peux poser une question? Mademoiselle, mais bien sûr aussi. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Est-ce que vous avez entendu l'intégralité de la réponse? Allez-y, allez-y, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Allô? 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 Hakim, on ne vous entend pas. Ça va, non, normalement, en deux cas, vous m'entendez, théoriquement. Oui, oui. Allez-y, posez votre Oui, question. c'est bon. Bon, j'ai répondu à votre question, monsieur. Hein? Hakim, est-ce que je peux poser la Oui, question? Bien sûr, tfadli. Géry, c'est ça. Tfadli. Oui, Hakim, pourquoi les mères porteuses n'est pas une méthode admise en Algérie? Mère porteuse, parce que tout simplement, elle porte un spermatozoïde qui n'émane pas ou là, qui ne provient pas de son mari, tout simplement. Je معناتها mère Oui, porteuse معناتها شوفي en Europe il y a des gens pour les femmes par exemple pour les stars pour garder leur ligne elles veulent pas يعني, mener une grossesse يعيطوا الوحده ولا يعيطوا une femme on la paye et comme Cristiano Ronaldo. on lui demande carrément vous m'entendez Ekhia hein? Oui, Hakim. Eh bien, Oui, les on vous stars en entend. général, les stars, les mannequins, les gens qui ne veulent pas mener une grossesse, les gens qui veulent… Oui, oui. Voilà, en général, elles font appel à des femmes et elles les payent carrément. Des fois, non, des fois sa sœur, des fois sa mère. Et elles leur demandent de porter ce produit de conception. C'est illégal en Algérie parce que pour pouvoir répondre à cette demande, il faut qu'il y ait un couple légalement marié. Je veux dire, un couple légalement marié, l'ovocyte et le spermatozoïde proviennent du couple. Ils ne peuvent être portés que par l'épouse. D'accord? Hakim, s'il vous plaît. Et dans le cas des épouses du même mari,
Alors justement, comme tout à l'heure, l'article, il parle d'ovocytes même entre co-épouses. Mohamed, je vous invite de lire l'article 374. Même co-épouse. Non, c'est très clair. Hein. Il faut qu'il y ait un couple légalement marié. Autrement dit, que la femme ne peut porter la grossesse que si l'ovocyte est le sien. OK? Mohamed, OK? Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est bon, Pas merci. de D'autres questions? D'autres questions? Le docteur, Fadli, Lina. oui, est-ce que quelqu'un qui a une nasospermie peut avoir recours à l'assistance médicale à la procréation? Ben là, c'est pas une question d'ordre éthique et déontologique et juridique, mais plutôt c'est une question d'ordre technique. À mon avis, moi je suis médecin légiste, hein, mais à mon avis, oui. Oui, je pense que les procédés, il y a eu beaucoup de progrès actuellement. On a besoin d'un spermatozoïde. Je pense qu'on peut répondre à cette demande pourvu que le produit de conception, pourvu que le procédé marche. Mais je pense que oui. Le plus important sur le plan déontologique, éthique et juridique, pour moi, il faut qu'il réponde à toutes les conditions. Après, sur le plan technique, d'ailleurs, c'est ces gens-là qui souffrent d'infertilité, mademoiselle. Ce sont les gens qui souffrent d'azospermie ou de problèmes génétiques ou, je ne sais pas, un problème technique, médical, qui relève de la gynécologie et de la médecine reproductive. C'est ces gens-là qui ont besoin de ce procédé. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. C'est moi. D'autres questions? Docteur, Fadli. dans le cas de VIH, on ne peut pas faire l'AMP sauf s'il y a, sauf si les CDK ils sont supérieurs à 200 et la reine VIH stable, c'est-à-dire. En fait, ce sont des définitions qui sont très précises. Hein. Quand vous dites qu'il est stable, les médecins infectiologues parlent d'échec thérapeutique et parlent d'infection à VIH évoluée non traitée de façon optimale. Et il définit ces situations, cette définition, elle est purement biologique. Donc, c'est des critères, c'est des recommandations. On n'a pas à inventer. Si le couple infecté par le VIH présente tel et tel et tel critère, vous avez les critères de détail quand on fait le cours. S'ils répondent à ces critères, ils peuvent prétendre à un tel procédé. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est ne pas avoir un produit de conception infecté, mademoiselle. Oui. C'est précis. Hein? D'ailleurs, c'est les sociétés savantes des maladies infectieuses en collaboration avec les sociétés savantes de la gynécologie et les sociétés savantes de la médecine reproductive qui ont défini ces critères biologiques. D'accord, mademoiselle? D'accord, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur? Fadli, pardon. C'est Jihan Rennes, c'est ça? Moi, c'est 8M. D'accord. Hamidi 8M. Fadli Hamidi 8M. Dans la partie penser à l'enfant qui va naître, oui. Ils ont détaillé sur le VIH et les autres maladies. Ils ont. Vous, dans le cours. Ah, vous parlez du cours, oui, pour pouvoir vous suivre, oui. Oui, du coup. Oui. Et les autres maladies contagieuses et toutes. En fait, oui, j'ai compris votre question. Vous êtes en train de dire pourquoi on a soulevé uniquement le problème de l'HIV. On n'a pas soulevé le problème d'autres. Parce que tout simplement, là, on part du principe que toutes les infections virales se traitent et se soignent. Et la guérison peut être déclarée, à part l'infection à l'HIV. Les autres maladies, on les traite. Il n'y a
pas de problème. Et la personne atteinte, que ce soit la femme ou l'homme, peuvent être déclarés guéris. Donc, ils doivent juste temporiser, barka, pour pouvoir mener une grossesse et pour pouvoir enfanter. Mais là, on s'est attardé sur l'HIV parce que l'HIV, vous savez que c'est une maladie incurable. Mais c'est une maladie qu'on peut rendre stable. Vous voyez, docteur? Oui, merci. En tout cas, Merci, monsieur. En tout cas, sur le plan technique, les médecins spécialistes en médecine reproductive et les médecins généticiens et les médecins gynécologues prennent en compte toutes les dispositions sanitaires pour protéger la sécurité de cet enfant qui va naître. D'autres questions, s'il vous plaît? Merci. Ah ben, je vous en prie, de rien. Vous n'avez pas de questions? Oui, bonjour. Tfadli, Dunia Kharroub. Non, HP. Tfadl, HP. Est-ce que l'intégrité mentale d'un couple ou de l'un des parents est-elle prise en compte? Est-ce que l'intégrité? Je n'ai pas entendu. Mentale. Pardon, mademoiselle HP, j'ai mal. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? D'accord. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, 5 sur 5. Est-ce que l'intégrité mentale des parents ou de l'un des parents est-elle prise en compte? Bien sûr, mais bien sûr, mademoiselle. Revenez avec moi sur le premier principe qui est la définition du couple. L'un des critères dans la définition retenue, c'est avoir un couple stable. J'ai dit stable sur le plan mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent jouir de toutes leurs capacités mentales. Il ne faut pas qu'ils soient privés de leur discernement. D'accord? D'accord, merci. Et cette stabilité mentale, elle est évaluée bien sûr par les médecins psychiatres. Le principe, c'est que on doit jouir de toutes ses capacités intellectuelles et surtout mentales. D'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, on passe au prochain cours. Des questions? Non? Jihan Ghannaï. Non, pas de question. Non, parce que là, ça c'est allumé, Jihan Ghannaï. Donc, je pense pouvoir passer au deuxième cours. Oui, Hakim. D'accord, Oui. ça marche. Attendez 1 minute, s'il vous plaît, le temps de... Est-ce que vous recevez mon écran là? Oui. D'accord. Est-ce que la vidéo également, vous la recevez ou non? Oui. Ah, d'accord, les deux. Donc, vous êtes en train de nous voir aussi. Oui. D'accord. Ok. Donc, je passe, Oui. Je passe au deuxième cours. Oui. Il est euthanasie.